Chers auditeurs, nous voilà à nouveau avec Madame Berthelot-Meunier pour parler toujours d'éducation. Là, je voudrais qu'on puisse évoquer les dispositions prises par l'éducation nationale pour la période d'après le confinement. Alors oui, ça c'est très intéressant parce que on voit tout à fait que Monsieur Blanquer privilégie les réseaux d'éducation prioritaire et il a présenté le 6 juin 2020 l'opération Vacances apprenantes. Alors, qui doit permettre à 1 million d'élèves de combler, soi-disant, donc selon lui, les lacunes accumulées depuis le début de la période de confinement et de remobiliser les savoirs après cette période. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il annonce. Alors, en réalité, tout simplement, si vous voulez, M. Blanquer profite de ce déconfinement pour prétendre que les élèves des réseaux d'éducation prioritaire ont été particulièrement touchés, alors qu'il résulte des documents que nous pouvons avoir que pratiquement 2 tiers à 3 quarts des chefs d'établissement et des professeurs sont assez satisfaits des résultats obtenus par le télétravail pendant cette période de confinement. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils aient été plus touchés que les autres enfants. Et pourtant, les dispositions qui sont prises sont essentiellement pour eux, même si ça n'est pas dit, parce que M. Blanquer ne parle jamais, si vous voulez, des réseaux d'éducation prioritaire. Il parle, et tout son discours est marqué par cette caractéristique, c'est que quand il prend des dispositions uniquement pour les réseaux d'éducation prioritaire, il fait comme si elles étaient applicables à tout le monde. Donc finalement, on a l'impression que tout le monde est à la même enseigne, ce qui n'est pas le cas. Alors, ces vacances apprenantes sont, dit-il, dotées d'une enveloppe de 200 millions. Donc, vous voyez, on distribue l'argent facilement. Mais ces 200 millions, d'ailleurs, quand on fait les comptes, c'est loin d'être le cas, puisque une disposition à elle seule, déjà absorbe 800 millions d'euros. Donc, on dépasse largement le milliard pour ce dispositif vacances apprenantes. Alors, Alors, évidemment, ces dispositifs sont entièrement gratuits pour les familles, dit-on, les plus modestes. Donc, on a tout de suite compris, effectivement, qu'ils n'auront pas besoin de mettre la main au porte-monnaie. Par contre, nous, il va falloir qu'on la mette. Alors, vous avez d'une part ce qu'ils appellent les écoles ouvertes pour l'été, donc qui vont bénéficier à 400 000 élèves du primaire, du collège et des lycées professionnels. Donc, ce dispositif existe déjà dans les quartiers prioritaires, mais il est renforcé, bien entendu. Et alors, si vous voulez, tous les dispositifs sont basés sur le même principe, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un accompagnement scolaire, si vous voulez, un renforcement scolaire, et d'autre part des activités de loisirs et culturelles, si vous voulez, mais comme dit M. Blanquer, de grande qualité, c'est-à-dire qu'on ne leur fait pas évidemment n'importe quoi et que tout est bien encadré. Alors vous avez donc ces écoles ouvertes qui sont des écoles qui sont ouvertes sur le lieu de résidence des élèves. Et vous avez également ce qu'ils appellent les écoles ouvertes buissonnières, qui constitue un nouveau dispositif permettant d'accueillir des enfants de 6 à 17 ans dans des écoles ouvertes, donc à la campagne ou au bord de la mer, c'est-à-dire que donc les collectivités locales mettent à disposition les locaux scolaires pour ces enfants, ou alors en mini-camp sous la tente. Voilà. Donc et toujours avec le même programme, renforcement scolaire d'un côté, loisirs de l'autre, mais loisirs culturels et sportifs. Ensuite, vous avez les colonies apprenantes. Alors, vous avez 250 000 enfants qui vont être bénéficiaires de cette disposition. Donc, 250 000, dont, comme dit M. Blanquer, 200 000 en QPV. Alors, vous savez ce que ce sont des enfants en QPV. Alors, évidemment, les gens n'osent pas demander ce que c'est. Et notamment, il a utilisé cette formule devant le Sénat. Personne n'a osé lui demander, mais vraisemblablement, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et en fin de compte, c'est tout simplement pour masquer le fait que c'est destiné uniquement aux immigrés, puisque en QPV, ça veut dire en quartier de la politique de la ville, dans les quartiers de la politique de la ville, donc c'est-à-dire les immigrés. Alors, donc, ces colonies sont organisées par des associations différentes, des collectivités
territoriales ou des structures privées, des comités d'entreprise, etc. Et mais elles sont encadrées également encore par l'État. Elles ont un label qui est délivré par l'État et elles dispensent à la fois des activités de loisirs, des activités scolaires. Et alors, c'est là que l'on voit, si vous voulez, que cette fameuse enveloppe de 200 millions est largement dépassée, puisque ces colonies apprenantes ont lieu du 4 au juillet au 31 août. Avec, alors, quand on l'aide de l'État est de 400 € par jeune et par semaine. Bon, donc pour 8 semaines, quand on fait le calcul, ça fait 800 millions d'euros, ne serait-ce que pour les colonies apprenantes. Et puis vous avez des accueils de loisirs apprenants, c'est-à-dire c'est un peu comme ce qu'on appelait autrefois les centres aérés, si vous voulez, qui vont bénéficier également à 300 000 enfants et qui vont également dispenser à la fois un enseignement scolaire et qui vont permettre également des loisirs. Ça, c'est, si vous voulez, ce qui est prévu pendant les vacances. Donc, si vous voulez, et alors ce qui est remarquable, si vous voulez, c'est que là que l'on voit que ce sont toujours ces enfants-là qui sont privilégiés parce que, par contre, pour les 250 000 familles de personnel soignants et salariés qui ont été mobilisés pendant toute la crise, eh bien, eux devront se contenter d'un chèque éducation de 300 €, d'un chèque vacances, et puis ils en feront ce qu'ils voudront. Voyez. Donc, voyez la différence de traitement qui existe entre nos enfants et les élèves donc issus de l'immigration. Mais il y a toujours des gens plus égaux que les autres. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Et ça. Avec nos républicains, c'est souvent ça. Hein. Donc ce qui est prévu aussi, si vous voulez, alors à la rentrée, par contre, si vous voulez, vous avez d'autres dispositifs qui vont avoir lieu. Donc il va y avoir un renforcement du plan mercredi. Alors vous savez que le plan mercredi, c'est un dispositif qui est adopté par les communes qui le souhaitent. Hein. Ça n'est encore pas une obligation, mais enfin on sent dans le langage de M. Blanquer que c'est bien ce qu'il souhaite, dans la mesure où il veut vraiment encadrer tous nos enfants et que les extraire des associations que les parents ont choisies. Et pour l'instant, donc, si vous voulez, ce plan mercredi, dans ce plan mercredi, il y a des activités périscolaires qui doivent se faire en complémentarité de l'enseignement scolaire. Et en 2018-2019, vous avez eu 2 millions d'enfants qui en ont bénéficié. 2 millions d'enfants. Et en 2019-2020, donc, on compte doubler les plans mercredi. Ce projet, ce dispositif est à la charge de la mairie, je crois. Ah ben alors ça, si vous voulez, étant donné que ce plan fédère tout le monde, les associations culturelles, sportives, les fédérations d'éducation populaire, les sites comme les clubs sportifs, etc., les parcs, les jardins, les fermes pédagogiques, le financement est assuré par les caisses d'allocation familiale. Donc, si vous voulez, c'est encore nous qui payons sur les charges que nous avons. Voilà. Donc, alors, je pense qu'il y a aussi le concours des mairies et des collectivités territoriales, et puis donc ces associations également. Donc, tout le monde met un peu la main. Mais c'est comme tous les systèmes destinés aux immigrés. Tout le monde met plus ou moins la main au porte-monnaie. Mais ces associations doivent être agréées. Ah, exactement. C'est-à-dire elles sont labellisées, en fin de compte. Et donc, il faut qu'elles répondent à des critères bien déterminés, et donc qui correspondent à ce que l'État attend. Hein. Ils ne font pas n'importe quoi, ils font des choses qui sont en rapport avec ce que l'État souhaite qu'ils fassent. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc, il y a un projet concret d'embrigadement de jeunesse. Ah ben complètement, oui, complètement. Mais là, si vous voulez, ce que je pense ce qui se dessine très clairement, c'est qu'en réalité, dans les réseaux d'éducation prioritaire, ce temps périscolaire va être destiné à vraiment renforcer l'acquis culturel des élèves, alors que pour nos enfants, il ressort assez clairement que ce que l'on veut, effectivement, parce que ça c'est ce que Monsieur Blanquer serine en permanence, si vous voulez, c'est d'imposer les valeurs de la République, c'est ce
c'est ce qui ressort de son discours lorsqu'il parle de l'école pour nos enfants, c'est la mission de l'école, enseigner les valeurs de la République. Et je parie que les associations gays pourront avoir des activités périscolaires pour éveiller les enfants à la diversité. Mais ne croyez pas que ce soit effectivement une exagération, mais c'est tout à fait vrai, puisque dans la mesure où dans le vade-mecum de la laïcité, d'ailleurs je l'explique dans mon prochain livre, dans le vade-mecum de la laïcité, il est bien dit éducation sexuelle, pas de finalité normative. Pas de finalité normative, surtout pas. Non, mais c'est incroyable. Non, alors, ils vont démolir complètement nos enfants. Il faut relier ça au plan de l'ONU, sur les droits sexuels. Oui, mais c'est ça. Et donc, si vous voulez, ça devient très dangereux pour nos enfants, si vous voulez. Et déjà, mais ça, les parents peut-être ne s'en rendent pas compte. Non. Il faut regarder la littérature, les livres parascolaires, les livres d'enfants. Beaucoup sont pornographiques. Ah oui. Beaucoup. Ah oui. Oui, ça illustre. Ah oui. Ça illustre même parfois des noirs qui font l'amour à des blanches pour leur donner des enfants. C'est comme ça qu'ils expliquent dans certains manuels comment la reproduction fonctionne. Alors, à la limite, un couple ensemble. Mais quand c'est toujours un noir sur une blanche, tu commences à te poser des questions, quoi. Il y a quelque chose de malsain derrière, quoi. Oui, mais de toute façon, j'en parle justement dans mon ouvrage. Tout est orienté dans ce qu'il donne. Hein, et tout est orienté. Il y a aussi la théorie du genre. Hein, si oui, vous alors voulez, Belkacem avait prétendu jurer ses grands dieux ou Allah, je sais pas, qu'il n'était pas question d'évoquer la théorie du genre. Or, déjà dans son ministère, les livres évoquait la théorie du genre, de manière dissimulée. De manière dissimulée. Je donne des exemples dans mon livre, justement, et de profs qui sont sur le terrain et qui disent effectivement ce qui se passe. Et eux sont vraiment outrés de voir qu'ils sont tenus de dispenser des choses absolument aberrantes. Leur paradoxe, quand même, ces gens-là, c'est que d'un côté, ils te disent, finalement, vu que la théorie du genre s'appelle théorie du genre, c'est qu'ils croient finalement à l'existence du genre. Et en même temps, ils veulent effacer le genre. Oui. C'est assez paradoxal. Il y a une contradiction derrière. Il y a une contradiction, oui. C'est vrai, tout à fait. C'est deux bases anormales, en fait. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, les dispositions, on les a vues là pour la rentrée, pour les vacances, mais pour la rentrée, vous avez aussi un renforcement de l'accompagnement personnalisé qui existe déjà, mais seulement pour les élèves issus de l'immigration, parce que quand on parle de soutien scolaire, renforcé de devoirs faits, de renforcement des stages de réussite, tout ça, toutes ces dispositions n'existent déjà que pour les réseaux d'éducation prioritaire. Des sortes de tuteurs. Oui, c'est ça. Autrefois, ça existait pour les enfants handicapés. Oui, ou pour les enfants de grande famille. C'est ça. Hein, mais si vous voulez, vous aviez effectivement le précepteur. C'est du préceptorat qui est fait. D'ailleurs, dans les classes de réseau d'éducation prioritaire, dans les classes primaires, le maximum d'élèves, c'est 12. Alors 12, effectivement, bon... À 12, alors qu'aujourd'hui, vous avez dans certaines écoles des classes de 30 élèves, bien 35. Bien sûr. Donc, et tous ces dispositifs existent déjà, mais ils les renforcent effectivement à la rentrée scolaire. Donc, on voit vraiment, si vous voulez, qu'ils amplifient aussi les cordées de la réussite. C'est effectivement un dispositif pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, tout est encore axé, si vous voulez, sur le renforcement des exigences et du niveau des élèves issus de l'immigration. Et ça, c'est contenu dans la circulaire 2020 qui est parue au journal officiel le 10 juillet 2020. C'est tout frais. Ah, c'est tout frais, oui. Ça, c'est tout frais, c'est tout chaud. Vous avez la primeur. Oui. Ah oui, effectivement, oui. Alors là, ce que j'ai, ça c'est effectivement contenu dans la circulaire. Alors par contre aussi, donc j'ai dépouillé l'audition de M. Blanquer. J'ai repris intégralement mot à mot l'audition de M. Blanquer au Sénat le 18 juin 2020. Et là, effectivement, il y a des idées qui ressortent très clairement. Le sujet était la lutte contre la radicalisation islamique.
Donc, si je veux reprendre les mots de M. Macron, Oui. c'est contre le séparatisme. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais alors, si vous voulez, justement, et c'est là que l'on voit le jeu, l'ambiguïté permanente et le jeu de M. Blanquer, c'est qu'en réalité, lorsqu'il parle de radicalisation, si vous voulez, de lutte contre la radicalisation, il en vient tout de suite aux écoles hors contrat et au contrôle des écoles hors contrat et de l'instruction à domicile. Donc, on imagine très bien les officines, les cercles de pensée, qui ont pu lui souffler quelques idées, je pense. Bah, certainement, oui, certainement. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, quand il dit, donc il mêle volontairement les deux et au bout de son discours, il dit ah mais finalement c'est un peu mêlé tout ça. Mais il le mêle volontairement, si vous voulez. Et alors il dit pour faire barrage à la radicalisation, donc vous voyez là, il a barré le mot islamiste, mais les gens, comme on est dans le cas de la radicalisation islamiste, les gens entendent islamiste. Hein. Pour faire barrage à la radicalisation, nous avons développé un cursus législatif et réglementaire important. La loi Gatel de 2018 portait sur les écoles hors contrat, dit-il. Donc vous voyez, il mélange les deux. Hop, on est dans la radicalisation islamiste et hop, on passe sur les écoles hors contrat. Alors, il dit, cette proposition portait sur les écoles hors contrat, il était nécessaire de renforcer le dispositif de contrôle, ouverture, fermeture. Voilà. C'est-à-dire que Monsieur Blanquer est très préoccupé par la radicalisation des écoles hors contrat. Voilà. Par contre, il n'a pas du tout parlé du fait qu'il ouvre à la rentrée 2020, mais ce n'est pas la première école, si vous voulez, Miligorus, une école islamiste, hors contrat, islamiste, si vous voulez, et qui, effectivement, a des liens très forts avec les frères musulmans. Et ça, il n'en a pas du tout parlé. Alors, toujours pour faire barrage à la radicalisation, dit-il, loi pour l'école de la confiance 2019, deuxième cran de durcissement. Et là, c'est là qu'il dit, nous avons donc renforcé le contrôle de la scolarité à domicile. Donc, pour faire barrage à la radicalisation, il parle des dispositifs qui sont prévus contre les écoles hors contrat et contre l'instruction à domicile. Mais on n'a pas vu du tout, si vous voulez, en quoi il luttait contre les islamistes. Ça, on ne sait pas. Alors, je crois qu'il y a eu quelques écoles islamistes ou islamiques qui ont été fermées. Pas beaucoup. Très peu. Et il y en a une centaine quand même sur les territoires. Il a dû en être fermé 7 ou 8, c'est tout. Et essentiellement pour des raisons de sécurité. Oui, c'était même pas des questions d'idéologie, enfin de religion. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il dit, il faut faire la pleine lumière sur tous les comportements qui vont à l'encontre des principes de la République, et pas seulement la radicalisation islamiste, toute forme de radicalisation religieuse. Donc, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Voilà, absolument. Donc là, il n'est pas du tout, si vous voulez, dans la logique d'une réelle lutte contre... D'ailleurs, si vous voulez, c'est complètement ridicule, mais ça n'apparaît pas au public, mais c'est complètement ridicule de penser qu'il lutte contre la radicalisation islamiste, puisque d'une part, il introduit l'arabe à l'école, pour tous les enfants. Et justement, il a parlé de cette transformation des ELCO en L. Alors, qu'est-ce que c'est que les ELCO et les L? Les ELCO, ELCO, ça veut dire enseignement de langue et de culture d'origine, qui était un enseignement qui est dispensé aux Maghrébins, notamment aux Africains, pour le cas où ils retourneraient ensuite dans leur pays d'origine, voilà, et de façon à ne pas perdre l'usage de leur langue. Mais étant donné que maintenant, ils ont bien l'intention de rester... Et donc, finalement, on a transformé en L, c'est-à-dire EILE, c'est-à-dire enseignement international de langue étrangère. Et cet enseignement est un enseignement de l'arabe et non plus de culture d'origine. Et donc, l'arabe s'appréhende à travers le Coran. Donc, on voit mal comment, effectivement, on lutte contre la radicalisation islamiste dans la mesure où on fait, et dans une école dite républicaine, et qu'on fait apprendre l'arabe à travers le Coran. Et là, on peut, je pense, remercier les frères musulmans qui ont su s'insérer partout, même à l'ONU, à l'UNESCO,
et à Google, je crois, ou sur certains réseaux de régulation d'Internet. Ah oui. Ça laisse rêveur. Oui. Oui, et donc, bah oui, mais donc si vous voulez, il est évident que la lutte contre la radicalisation n'est pas contre l'islam, elle est contre les écoles hors contrat, contre l'instruction à domicile, mais en plus de ça, si vous voulez, toutes les écoles qui sont dans les réseaux d'éducation prioritaire, eh bien, n'ont absolument aucun contrôle, donc de toute façon dispensable, ça c'est sûr, à tous ces élèves-là. Et donc, il y a forcément une radicalisation en germe. Alors que du point de vue purement politique, ces républicains se réclament de l'intégration. Oui, mais ils font exactement l'inverse. Ça aboutira exactement au résultat opposé. Ah, mais d'ailleurs, mais oui, mais et quand ils le veulent que ça aboutisse au résultat opposé. Parce qu'ils veulent changer la population, ils veulent remplacer la population. Mais ça, il faudra le seriner pour que les quelques Gaulois qui restent puissent peut-être réagir. C'est tout ce qu'on peut. Oui, il faudrait que les gens de décision, surtout, comprennent ça. Comprennent tout ce qui se passe, si vous voulez. Parce que, effectivement, étant donné déjà le langage sibyllin qui est utilisé, d'autre part, étant donné qu'il n'y a aucune médiatisation là-dessus. Vous savez, moi j'ai passé des heures à reprendre l'audition de M. Blanquer au Sénat, mais vous pensez bien que personne ne le fait. Je veux dire, bon, donc on ne sait pas ce qui s'est passé au Sénat. Alors après, évidemment, vous avez des journalistes qui vous disent « Ah oui, il a parlé de ceci, de cela », mais d'ailleurs, ils ne vont jamais au fond des choses, donc on n'est pas mieux renseigné. Et les gens ne savent pas, c'est ça le problème. Et là, on est au contraire dans une logique, si vous voulez, qui implante l'islam. Parce qu'en plus de ça, si vous voulez, avec toutes les mosquées qui sont créées, dans les mosquées, il y a aussi des cours qui sont donnés, il y a aussi de l'arabe qui est enseigné. Les écoles coraniques. Voilà. Mais ça, c'est un phénomène général. Regardez, par exemple, dans l'armée, vous avez toujours eu des aumôniers. Mais le nombre est resté stable. Oui. Donc quand il y a les aumôniers musulmans, c'est au détriment de l'aumônier protestant, ou catholique, ou orthodoxe. Il y en a très peu, il doit y en avoir même pas une dizaine d'orthodoxes, surtout pour la Légion. Donc l'État est bien complice. Non mais ça fait longtemps que... Qu'il y ait des aumôniers musulmans dans les prisons. Mais je dirais plus que complice, je crois qu'il y a une volonté politique, si vous voulez, parce qu'il faut bien réaliser que ça fait partie d'un plan d'ensemble et que, en fait, c'est voulu par les gouvernants qu'il y ait un remplacement de population et qu'on accompagne ce remplacement de population. C'est une façon, si vous voulez, de tuer le christianisme, si vous voulez. Oui, il y a un complexe anti-européen dans le sens... noble. Noble du terme. Rappelez-vous, lorsque certains voulaient intégrer la Turquie dans l'Europe, en disant « mais l'Europe n'est pas un club chrétien ». Alors quand les Turcs menacent des bateaux français, on réagit un peu, mais on ne voit pas la logique qu'il y a derrière. Exactement. Mais moi, je pense que tout ça, c'est voulu. Les conséquences néfastes au sujet de l'islamisation de la France, de la radicalisation, tout ça, je pense que c'est voulu parce que ils pensent que, effectivement, ça va permettre de détruire la culture chrétienne et de modifier carrément, si vous voulez, la vie française. De toute façon, M. Macron a annoncé la couleur. Il a dit que la culture française n'existait pas. Attendez, voilà. Et par contre, M. Blanquer vous dit au cours d'un entretien, je le dis dans mon livre d'ailleurs, au cours d'un entretien, il vous dit que la culture arabe, qu'il faut la développer parce que c'est une grande culture de civilisation, etc. Il ne parle pas du tout du français comme culture de civilisation. Donc il y a bien une volonté qui est derrière. Moi, je ne pense pas que tous les inconvénients sont des inconvénients qui n'ont pas été voulus. Je pense qu'ils sont voulus, ils savent ce qu'ils font. Hein. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà. Effrayant. Oui, c'est assez effrayant, oui. C'est d'autant plus effrayant que les gens n'en sont pas conscients. C'est ça qui m'effraie encore plus.
Et même des gens qui ont des pouvoirs de décision et qui n'ont pas saisi. C'est vrai que il faut vraiment travailler sur le sujet, il faut le voir sur la longueur, parce qu'on est dans un système de révolution lente, et on ne peut dégager les objectifs et les moyens que si on voit sur un temps long. Ça, c'est clair. On ne peut pas voir les dispositions les unes après les autres. Et c'est ça ce qui aussi gêne la compréhension par les journalistes. Les journalistes interprètent une décision, mais sans savoir ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. On arrive malheureusement à la fin de l'entretien. Faisons un rêve. Oui. Imaginons que le pouvoir, d'une manière ou d'une autre... Thierry est toujours blanc, je vous rassure. Oui, c'est ça. Nous y échoue. pas. Oui, oh là. Quel rêve, frère Thierry. Un mauvais rêve. Que faudrait-il... Oui, parce que là, ça sera une mauvaise... Si vous voulez reconstruire l'instruction nationale, j'emploie ce terme Oui. à dessein et non pas éducation, C'est tout à fait vrai. qui contient déjà une pensée totalitaire. Oui. C'est pas à l'État D'éduquer, d'éduquer, non. peut-être à Sparte. Hein. Oui. Mais on n'est pas les Spartiates. Oui. C'est aux parents d'éduquer et éventuellement à l'État de veiller à un minimum d'instruction. Hein. Il me semble que le rôle de l'État est d'être régulateur dans ce domaine et de subsidiarité. Donc il faudrait... quel pourrait être le moteur de cette réforme éducative ? Le moteur de la réforme, c'est les libertés. Voilà. C'est la liberté, laisser la liberté, donner un financement individualisé, que les parents choisissent leur école. Donc un chèque scolaire. Voilà, un chèque scolaire. Avec lequel les parents vont soit à l'école privée, à l'école de leur choix. À l'école de leur choix, Mais alors ça voudrait dire aussi que l'école publique serait payante aussi. Ça signifierait que de toute façon, si vous voulez, chaque enfant coûte la même chose partout. On donne à chaque enfant scolarisé et il peut aller dans le public, il peut aller dans le privé, peu importe. Mais aujourd'hui, les gens qui vont dans le privé payent 2 fois, les parents. Ah oui, ils payent 2 fois, bien sûr. Ils payent 2 fois, oui. Ils payent 2 fois. Et, alors, que faudrait-il revoir ? Les programmes ? De toute façon, oui. C'est-à-dire que déjà, si vous voulez, il faudrait déjà définir les objectifs. Et je pense que les objectifs peuvent être définis déjà globalement au niveau national, mais aussi en fonction des publics, parce que vous pouvez très bien avoir des établissements avec des caractéristiques particulières qui sont axés soit par exemple plus sur la musique ou plus sur les sciences ou plus sur la littérature, etc. Donc il faut donner le libre choix et faire que les projets, si vous voulez, soient à la connaissance des parents et des enseignants, de façon à ce qu'ils se mettent d'accord sur le contenu. Je pense que l'État devrait avoir, si vous voulez, un objectif global, si vous voulez, mais après défini plus précisément par chaque type d'acteur. Et il faudrait revoir de toute façon aujourd'hui l'éducation nationale. Du jour au lendemain n'est absolument pas réformable. Pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, pour nos enfants, déjà les enseignants ne sont plus formés pour enseigner. Il faut revoir la formation. Donc, il faudrait restaurer l'université. Mais oui. Premièrement. Pourchasser les pédagogues. Oui, bien sûr. Mérieux, Badiou, enfin tous des constructeurs. Tous les clowns. Oui, mais tout ça, c'est l'école de Francfort qui a contaminé l'Amérique et, par voie de conséquence, avec un peu de retard, la France. Espérons que nos auditeurs se réveillent, qu'ils informent d'autres. Oui. Et que Qu'ils Jeanne lisent d'Arc... aussi, là, je fais un deuxième livre sur Jeanne Blanquer. d'Arc, qui ont des moments troubles, où la France était perdue, qu'une personne de cette nature se lève
pour chasser l'ennemi. Ah oui, oui. C'est une belle conclusion, frère Thierry. Voilà, chers amis auditeurs, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup, frère Thierry.